Attention, on y va dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti, on roule pour un autre épisode de l'Informel. Merci tout le monde d'être à l'écoute. Merci d'être avec nous autres. Ça fait toujours grandement plaisir de savoir que vous êtes là. Avant de commencer l'entrevue, je rappelle rapidement qu'à TVC Basse-Lièvre, tout ce qu'on fait, vous pouvez le trouver sur notre chaîne YouTube. Puis pour l'Informel, on est disponible sous forme de podcast. On peut nous trouver sur SoundCloud. Faites une petite recherche de l'Informel, vous allez nous trouver facilement. Puis vous allez pouvoir suivre les entrevues qu'on a proposées au cours de la saison. Évidemment, toutes les informations sont disponibles au www.tvc.qc.ca. Aujourd'hui, à l'épisode, on va parler d'un sujet qui n'est pas nécessairement facile. On va parler d'un sujet qui, certains diraient même, qui est tabou. On dirait que c'est quelque chose qu'on veut balayer puis cacher en dessous de la table, comme une vieille poussière qu'on veut ignorer. On va parler d'itinérance en Outaouais. Je suis avec Ben Leblanc, d'Itinérance Zéro, pour en jaser. Ben, tu me disais, quand on s'est parlé plus tôt au cours de l'été, que tes horaires, c'était des affaires comme 60-70 heures par semaine. Entre autres, à cause de ton implication avec Itinérance Zéro. On s'entend que c'est prendre le don de soi à un autre niveau, là. Ben, à un autre niveau, tout le monde a la capacité de le faire. Il suffit d'avoir le temps, puis d'avoir à cœur le mouvement, puis le bien-être des gens. Mais ouais, non, c'est pas j'ai une entreprise en entretien paysager le jour, okay. Donc je fais Itinérance Zéro le soir. Souvent de nuit aussi. Ouais. Mais combien de temps tu dirais que tu consacres à t'impliquer? Moi, sérieusement, de façon plus formelle, beaucoup plus présent, beaucoup plus d'impact. Ça fait 1 an et demi environ que ces médias sociaux, ça a explosé, puis qu'on est devenu plus populaire. Mais moi, j'ai débuté Itinérance Zéro le 3 décembre 2013. OK. C'est arrivé comme ça. C'est arrivé à un point dans ma vie où j'avais plus de temps. J'avais plus de latitude. Puis, c'est ça. C'est une promesse de jeunesse que j'avais oubliée, qui a refait surface à un moment donné. C'est vrai qu'on avait promis qu'on ferait quelque chose pour l'itinérance. J'ai un ami qui était à la rue à Montréal. Okay. À l'époque, on n'avait pas de médias sociaux. On n'avait pas... il n'y avait même pas MSN, la plateforme, encore. Là. Puis, lui, il est arrivé au bout. Puis, il s'est pendu. Wow. Fait que là... Ouais, j'ai toujours dit, je trouvais ça poche. Parce que, tu sais, comme lui, j'ai une enfance plus difficile, mais tu dis, c'est des choses qui te suivent toute ta vie, puis à un moment donné, tu viens que tu n'as plus de ressources, tu ne sais plus, comme... Il y en a qui prennent des différents chemins. Lui, c'est sûr qu'au niveau de la consommation, il était rendu escorte pour les hommes, ces choses-là. C'est un petit bonhomme, il paraissait bien, puis c'était plus facile pour lui de prendre cette allée-là. Mais suite à ça, ça m'avait fait quelque chose. Parce que tu te reconnais un peu dans ce qu'il vit, là, mis à part la drogue puis la prostitution. Puis après ça, j'ai dit, Colin, un jour, je vais consacrer un peu de temps pour essayer de comprendre puis d'essayer de faire une différence à ce niveau-là. Puis c'est ça, le 3 décembre 2013. Pourquoi là? J'ai aucune idée. C'est là que ça a commencé. Je m'en souviens. En fait, on a sorti de l'hôpital pour un problème pulmonaire, puis on n'était pas sûr. Puis je me souviens, quand j'étais assis, j'avais écouté des genres de petits reportages, puis avant, j'avais pas de TV à l'hôpital de Gatineau. Mais il y a une personne qui était à côté de moi, puis qui avait essayé de s'enlever la vie. Puis là, je dis, voyons, c'est quoi qui se passe? Tu sais, il parle Georges, là. Il s'est passé quoi pour... tu sais, je fais des crises d'angoisse, je suis pas à l'aise. Je subis beaucoup de l'exclusion sociale, puis à un moment donné, ça devient trop lourd. J'ai décidé de vouloir arrêter ça, là. Là, ça m'a frappé plus particulièrement, ce cas-là. Parce que moi, des crises paniques, j'en ai fait pendant 16 ans. Okay. C'est le cancer de l'ombre, mais ça pourrait vivre. Tu vis plus. T'es en mode survie tout le temps. Fait que là, en plus, le monsieur me dit, j'ai même pas d'appartement, je vis dans la rue. Là, ça m'a rappelé mon ami. OK. Ça a amené des clics pour te ramener à ta promesse. Ouais. J'ai dit, mais je sors d'ici. Je commence ça là. Puis la première fois, ça a été super banal. Là, j'étais allé au Tim Hortons, j'ai acheté comme pour 60$ de bain, puis de café, puis j'ai fait le tour. C'était quoi la réaction du monde quand t'es arrivé dans la rue la première fois? Il va savoir pour quel organisme tu travailles. Tu travailles pour qui? Non, j'avais à cœur de le faire. J'ai le goût de connaître ça. J'ai le goût d'essayer de faire une petite différence. Au début, t'es pris plus. Parce que, tu sais, des promesses comme ça, il y en a 20, 30, 40 fois par semaine. Puis ceux qui les tiennent, il y en a une poignée à la fin de l'année.
Il y en a que c'est passager, c'est temporaire. Il y en a, c'est parce qu'ils ont un neveu qui a vécu une fugue ou qu'importe. Il dit, il aurait pu se retrouver à la rue. Là, ils sont gentils qu'eux autres, ils pensent 4, 5, 6 jours, mais la vie les mène ailleurs. C'est pas que c'est peu important, c'est que la vie les mène ailleurs. Puis au moins, ils vont pouvoir dire, ben moi, j'ai déjà fait ça. J'ai sorti des cafés, des bains. Ceux qui restent sont pas nombreux. C'est plus les entêtés. Ben là, ceux qui sont restés, j'imagine, parce que ça a dû faire boule de neige après. Tu as commencé ça, puis qu'est-ce qui est fait après qu'il y a du monde qui se sont greffés autour de ce que tu faisais? À un moment donné, je me souviens, j'avais fait une sortie, puis je commençais à manquer de cash, c'était l'hiver, là, puis couper la pelouse l'hiver, c'est pas... on le fait pas souvent, on essaie d'arrêter. Mais non, c'était l'hiver, puis on manquait de cash un peu. J'ai dit, pourquoi je créerais pas un groupe Facebook? Au début, on était à 16. Hein. J'avais mes amis, et invité les amis un petit peu. Fait que là, à force de poster des choses, ben les gens, ils s'intéressaient. Il fait moins 30, je vais aller voir, c'est quoi qui se passe avec ces personnes-là quand il fait moins 30. Fait qu'à force de le voir circuler dans ton fil d'actualité, par l'entremise d'un ami ou qu'importe, à un moment donné, tu te dis, ben, par curiosité, bon, je vais rejoindre le groupe, je vais aller voir c'est quoi. Ben, c'est comme ça. Pour aujourd'hui, on est 3980 quelques membres. En pas super long non plus, là. Parce que la plateforme Facebook, là, ça n'a pas pris place en 2013, hein. Je pensais, ou plus fin 2013, mais comme je te dis, j'ai été longtemps, on était à 16 ou 30, là, puis c'était correct. C'était correct parce que le but au départ, c'était pas d'essayer de faire quelque chose de grand, de grandiose, de glamour. J'avais un peu de temps l'hiver, l'été moins. Mais là, on est beaucoup. Heureusement, on a des bénévoles. Écoute, je pense qu'on a 11 cuisiniers et cuisinières 3 fois semaine qui se réunissent là, parce que c'est tout ce bouffe-là. Quand tu sers entre 450 et 500 repas semaine, mais à un moment donné, il faut que tu cuisines. T'sais. Fait que là, c'est tout ça. Puis les bénévoles qui s'impliquent semaine après semaine après semaine. Il y en a qui sont juste de passage, puis c'est correct. Il y avait quelque chose... ils ont eu un rôle à jouer là, à un moment donné. Puis pour eux autres, ça s'est arrêté là parce que manque de temps ou trouvent ça trop difficile ou... pas difficile la tâche, mais à force de manger à la misère humaine, à un moment donné, tu viens que ça... Pour certaines personnes, il y en a une qui me dit, ben moi, ça me mange dans le dent. Je suis plus capable de voir ça. J'en vois trop. Ben, ça vient ça. Mais ça dépend aussi d'où tu viens, puis ce que tu as vécu, puis comment tu as dealé avec. C'est sûr que capacité de tolérer, de vivre ça. Oui. Comme beaucoup d'intervenants, d'ailleurs. Il y en a qui trouvent ça très difficile. Parce que... Je vais faire une petite parenthèse, parce qu'on m'a invité. Je suis pas super fier de moi. Moi, j'ai pas de filtre. Je dis ce que je pense. Si tu me poses une question, je vais te la donner en réponse. Fait attends-toi d'avoir. Puis, j'avais donné une petite présentation là, dans un cours. Une amie qui enseigne, je dirais pas où, c'est à l'université, mais elle allait faire une présentation sur itinérance zéro, puis on commençait à descendre un petit peu plus deep. Excuse-moi mon anglicisme, là, dans la conversation. Puis... ils ont aimé mes réponses, mis à part peut-être une. Ben, pas qu'elle l'a pas aimé, c'est l'impact que ça a eu. Parce qu'ils ont dit, ben nous autres, dans le fond, on va tout être... Pas des sauveurs, le terme qu'ils avaient utilisé, là, c'est pas grave, mais on va tout faire une différence dans la vie du monde. Ben, je dis, dans un monde idéalement parfait, oui. Mais moi, je te confirme que non. Puis là, j'ai regardé mon ami, en voulant dire... On rentre sur un terrain glissant, là. Tu sais que je vais dire des vraies choses. Elle dit, garde, go. Dis ce que t'as à dire, ouais. Fait que là, je lui ai dit, écoute, il y en a 40% ici qui vont faire un travail extraordinaire, ça va être incroyable, qui vont avoir la cause à cœur, puis tout, puis le métier. Excuse-moi. Je l'autre 60%, si vous n'avez pas réglé vos bébites d'enfance, qui vous travaillent, qui vous rattrapent jour après jour, prends la porte, passe à d'autres choses, règle tes bébites, t'en reviendras. Parce que tu peux pas aider quelqu'un à progresser si t'es plafonné toi-même, parce que tu vas l'amener à ton niveau, puis il va être bloqué là. Si toi, t'as pas les outils pour monter, tu seras pas capable de l'aider à s'en sortir. Il y a un petit silence qui est installé pour... Pas énorme, mais on a passé à d'autres questions, ça l'enchaînait, ça. Ben, il y a une personne qui a lâché son cours. Wow. Ouais. Mais c'est vrai que faut que tu sois capable de t'aider toi-même en premier avant d'être capable d'aider les autres. Oui. Oui. Parce que, c'est ça. Parce qu'autrement, tu vas l'emmener juste... c'est comme la consommation. Il y en a plein d'intervenants qui consomment.
Puis c'est quand tu arrives au niveau de l'aide, au niveau de la toxicomanie, c'est là que j'ai un problème avec ça. Parce que tu peux pas aider quelqu'un à suivre le meilleur chemin pour s'en sortir si toi-même t'es poigné là-dedans. Ça revient à la même roue, c'est le même pattern qui commence tout le temps. Puis c'est plein, là. Regarde, c'est pas un secret pour personne. Mais c'est une réalité qui est poche. Puis c'est ça. En même temps, l'expérience de quelqu'un qui était en toxicomanie peut être bénéfique pour un autre, mais si tu as encore des problèmes... Absolument, qu'elle peut être bénéfique. Puis j'y crois, là. Il n'y a rien comme la réalité terrain. Tu sais, tu auras beau avoir des bacs, des decks, des maîtrises, Si tu as 0 terrain, puis t'es juste... On t'a juste enseigné à rentrer dans un cadre de formation avec une mentalité plus encadrée. C'est difficile aussi là, de faire face à tout ce qui se passe dans la rue. Parce qu'il y en a des personnes qui viennent à la caravane là, qui sont hyper spécialisées sur papier. Puis sur le terrain, c'est ordinaire. Puis on en voit qui ont rien. Ils n'ont absolument rien. Puis sur le terrain, ils font un travail incroyable. C'est le vécu versus l'enseignement. Je ne dis pas que l'enseignement n'est pas bon, mais quand tu peux faire un mariage des deux, c'est sûr que ça doit être super. Là. Moi, je n'ai pas étudié là-dedans. J'ai une 6e année. Moi, je suis 0 instruit. Là. Ça ne m'a pas empêché de réussir. Mais à l'époque, j'ai l'impression que c'était plus facile de se faire une place pour faire sa vie, là, sans tenir compte de l'instruction de chacun. Mais on me leur note souvent. C'est correct. Ceux qui leur notent, je me dis, ben garde, parce qu'ils ont un certain inconfort avec je sais pas quoi. Mais c'est clairement pas moi, parce que de l'intervention, j'en fais pas. On n'a pas le temps. Puis c'est pas notre métier non plus. On passe, c'est pas votre métier, puis c'est pas l'objectif non plus, l'itinérance zéro. Non, pas du tout. Pas du tout. Pour l'instant, on se limite plus avec des repas, mais il y a beaucoup d'écoute active. Parce que la personne, si je dis que je suis intervenant, je vais en perdre des joueurs à la porte. Là. Ils n'ont pas le goût parce que souvent, ils peuvent avoir été élevés dans des centres jeunesse où est-ce que son intervenant dit « Moi, je vais être là toute ma vie pour toi. » Il pogne une promotion, snap, il s'en va ailleurs, il en met un autre. Fait que tu passes dans un centre jeunesse, tu as passé 15, 20, 30 intervenants qui vont être là pour toi. Fait que si je dis que je suis intervenant puis je vais être là pour toi, no matter what, ça passe pas. Ça passe pas. C'est des oubliés du système, c'est des poqués, c'est des maganés. Ils n'ont plus le goût. Ils n'ont plus le goût que tu leur vendes du rêve. Là. Mais c'est dit, écoute, moi, tu rentres, tu jases, je suis ton ami. Ce que tu dis, ça m'intéresse. Dépendamment si tu cries puis tu chiales, c'est d'autres choses. Mais non, c'est important. C'est juste parce que au départ, être sans-abri, le plus difficile, c'est l'exclusion sociale. C'est la fugue des regards. Je te dirais, c'est ce qui abîme le plus. J'avais écrit un texte à un moment donné, puis je le dis bien en dernier. Regarde-moi parce que l'indifférence me tue. Mais je pense que c'est ça. Plus. Parce que quand t'arrêtes, que tu mets 25 cents d'une canne, il n'y a pas personne qui est sorti de la rue en passant, en ayant une canne puis en ayant des sous dedans. Au contraire, souvent, on va faire l'effet contraire. On les éloigne des services parce que tu tiens la personne, ta main tient dans une situation où est-ce qu'il pense pouvoir gagner assez de sous pour s'en sortir. Puis c'est une fausse réalité. Mais... non, je t'ai pas oublié le fil, je m'en ai avec ça. Parce que moi, je suis comme Jean-Marc Parent. Hein. On part d'un sujet, puis il va tomber. C'est bien correct. Puis c'est le fun parce que tu parles de ton expérience, puis tu parles du cœur, puis ça paraît. Ouais. Je pense que c'est pour ça. En tout cas, mon impression, c'est que c'est pour ça que les gens se sont greffés autour d'Itinérance Zéro, parce que on a l'impression que c'était vrai comme aide, ou c'était vrai dans toute l'intention. Ouais. Puis l'autre chose que je dis souvent aussi, avec l'argent, tu ne changeras pas le monde, parce qu'à un moment donné, j'avais posté sur le groupe. Quelque chose de drôle, je vais voir d'une autre vie, whatever, je viens de gagner à l'auto, mais c'est un billet gratuit, donc je vais être là demain, tu sais. Puis là, il y a des personnes qui ont dit, si tu gagnerais 40 millions, la pauvreté serait plus la même dans le viol, puis le vieux Gatineau, puis les secteurs conjoints. Je dirais des changements, c'est clair, mais c'est une fausse réalité de croire qu'on peut changer les choses avec de l'argent. Moi, si je me retrouve à la rue, je suis départi de mes moyens. Je suis plus là. Viens pas me voir avec 100$ puis dire OK, fais un bout avec ça. C'est sûr que ça va m'aider pour les 3-4 prochains jours à manger, peut-être une place à coucher. Non, c'est de leur donner la place, c'est de leur donner confiance à eux autres, de leur donner une place dans la société. Prends 5 minutes pour moi, dis-moi je t'aime, dis-moi que t'es important, reprends ta place. Puis quand la personne commence à se sentir bien, tu seras surpris du chemin qu'elle peut faire elle-même. Parce que là, le problème d'itinérance, c'est pas juste une question d'argent, c'est une question de bien-être, de psychologie
Et j'en pense. Oui, parce que je te dirais que moi, dans le secteur que moi je rejoins, il y a facilement un minimum de 75% des personnes en santé mentale qui n'ont pas d'affaires à la rue. Je comprends pas encore en 2018 parce que on est de plus en plus intelligent, de plus en plus instruit, je comprends pas qu'il y a encore des failles dans le système pour permettre à ces personnes-là de tomber au travail des morts et se retrouver toujours en bas. Mais ces personnes-là, ils votent pas. Ces personnes-là, ils se révoltent pas. Ils font pas de plainte. Écoute, il y en a pour eux autres juste la charge mentale de focusser sur une chose, aller chercher un logement. Pense à demain, qu'est-ce que tu vas manger pour souper? C'est déjà trop. C'est déjà trop. Puis oui, il y en a qui se retrouvent avec la speed puis de la consommation. Mais à quelque part, comme société, je pense qu'on a une responsabilité à jouer là-dedans aussi. Parce que qu'est-ce que la personne a voulu qu'elle vive comme marde dans sa vie là, pour dire ben moi, quand je suis gelé, je me sens mieux. C'est pas normal. Là. Non, parce que c'est pas levé demain matin, un matin, c'est-à-dire, puis dire... moi, je consomme. Ouais, c'est ça. Non, ça n'existe pas, ça. Mais toutes les personnes qui consomment, t'as pas besoin d'emmener une pelle ronde pour creuser, là, pour voir qu'il y a une problématique. Là. C'est juste souvent la vie pitch. Mon Dieu, mes anglicismes, je vais me faire ramasser. Mais, excusez-moi. Il y a juste un certain M. Perrault oui, que ça va le déranger bien gros. La part du monde, on va bien correct. On s'excuse à M. Perrault. Je vais faire un effort. Mais l'impératif français. Ouais. Mais on a Audrey aussi. Donc, oui. Mais où est-ce que j'allais avec ça, là? Je sais pas, j'ai perdu le fil aussi. On disait... ben de toute façon, regarde, c'est quelque chose qui, moi, m'a marqué, mais c'est-à-dire qui m'a intrigué. La consommation, oui. Oui, la consommation. Bon, on parlait de consommation. Oui. C'est comment on va nécessairement avoir des préjugés facilement, puis que la consommation est une grosse partie du problème. La consommation, oui, mais aussi à la base, c'est un problème de santé mentale. Oui. Puis ça, n'importe qui peut être affecté par un problème de santé mentale. Fait que j'imagine que n'importe qui peut être itinérant. Oui. J'ai déjà vu des personnes qui ont déjà été... j'ai des professionnels, pas des médecins, ces choses-là. Là, parce qu'eux autres, le support il est énorme. Là, parce que sans ça, peut-être qu'il y en aurait aussi à un moment donné. Mais des gens d'affaires, j'en ai vu retomber à la rue. Je les ai vus passer à la caravane, mais ils ne sont pas là pendant 7 mois, 8 mois. Ils sont là 4-5 jours, une semaine. Puis après ça, tu ne les vois plus. Parce que ces personnes-là, ce type de personnes-là, avaient la capacité de se reprendre en main. C'est un chemin qu'ils ont déjà fait. Ils n'ont pas de problème de santé mentale. Il y en a qui ont des problèmes de jeu, qui se sont ramassés à la rue. Puis ils se sont placés rapidement aussi. Ben, souvent, quand tu tombes à rien, il y en a un qui me dit à un moment donné, il dit « Ouais, mais c'est le fun parce que en étant en bas, je peux plus descendre. » C'est plus une joke qu'il faisait. Puis à quelque part, c'est un non-sens qui fait du sens. Parce que tu peux tenter n'importe quoi. Parce que le pire qui va t'arriver, tu vas revenir où que tu es là. Ouais. Et si tu n'essayes rien, tu n'auras rien. Tout le monde va. Fait que les gens prennent des risques. Puis ça, je disais tantôt, alors donne-le une confiance en eux autres. Alors donne-le le goût de vivre. C'est surprenant de ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'ils vont faire un effort. S'ils retombent, c'est pas grave. Ils retombent juste où j'étais la semaine passée, puis ils vont recommencer. Ils sont tenaces. Il y en a qui font des efforts. On en a un, là. Il fait tout pour avoir un job. Mais santé mentale... il ne permet pas d'avoir un job tout le temps. Écoute, ce monsieur-là rêve que de travailler. C'est un grand et gros monsieur, il est fort. Il fait beaucoup de bénévoles partout. Il est impliqué socialement partout dans toutes sortes de choses. Mais il ne vient pas à bout de garder un travail. Je trouve ça plate. À cause de sa santé mentale. Oui. Il a de la misère à rester focus sur une chose. Il va toujours déroger. Des fois, ça peut être sa façon de s'exprimer. Il est pas méchant, il est zéro agressif. Là. Mais il y en a des pleins comme lui. Là. C'est pas le seul. Là. C'est ceux-là, j'imagine, qui restent pris dans l'engrenage, comme ceux qui ont vraiment une force psychologique pour se remettre à travailler ou mettre les efforts nécessaires, vont s'en sortir. Mais ceux qui ont plus de difficultés au niveau mental, ben là, ils restent pris dans cet engrenage-là, j'imagine. Oui. Puis là, avec ce qu'on s'en vient avec... l'autre caravane, si je peux venir à bout de... il faudrait que j'arrête de dormir, puis ça sera fait. C'est juste une question de paresse, là.
Mais on a une autre caravane qui s'en vient, on motorisé. Ça va être un centre mobile en travail de rue. OK. Ça va faire le job que c'est censé faire. On espère de pouvoir diminuer le nombre de personnes à la rue. Parce qu'avec le temps que Itinérance Zéro existe, ça fait pas longtemps, c'est un jeune mouvement. 2013, oui. Tantôt. Puis on l'a vu le problème assez vite. Les gens ne connaissent pas les services existants. Non. Non. Fait qu'en ayant un centre mobile en travail de rue, on va avoir 2 travailleurs de rue. OK. On arrive dans un secteur. Ça peut être Muchmore, ça peut être un nouveau secteur, ça peut être... À partir de là, les travailleurs de rue sortent puis ils font le job de travailleurs de rue. T'es pas obligé de revenir à caravane. Okay. T'es juste là. Parce qu'au début, tu établis un lien de confiance. Ça te prend ton lien de confiance, tu vas pas nulle part. Mais il n'y a pas personne qui est obligé de... Tu sais, un travailleur de rue, c'est pas un intervenant. Le travailleur de rue, lui, il dira jamais écoute, ça vient long ton affaire, faut que tu trouves un appartement, faut que tu arrêtes de consommer, Des plans d'intervention, ils en font pas. Okay. C'est une personne ressource, le travailleur de rue. Tu vas diriger, quoi? Oui, c'est un bottin de données disponible sur demande, dans le sens que quand ils viennent en caravane, il y en a qui vont dire « Moi, Ben, je suis tanné, là. Je suis tanné, là. Faut que je trouve de quoi, puis là, je trouve pas. Là, on va parler, ben, exemple, connais-tu, là, je m'en occupe. Connais-tu le CIPTO? Quand des fois, il dit, ben, je t'écœuré de consommer, mais là, je suis pogné dedans, je suis capable. Est-ce que tu connais le CIPTO? Non, je connais pas. Regarde, voici les coordonnées. Là, on les écrit toutes sur un papier. C'est là que ça commence, le vrai travail. Avant ça, c'était important aussi ce qu'on faisait parce que la personne, il faut qu'elle mange, tu sais, dans la caravane, on a même des bottes de construction, on a toutes sortes de vêtements. Si tu commences à travailler, ben la seule chose que ça me prend, c'est des bottes de construction. Viens me voir, on va t'en trouver. Okay. Elles sont peut-être pas neuves, mais sont très, très, très bonnes. Mais c'est avec ça qu'on fait le tour. Mais le travailleur de rue, lui, c'est un méga centre de données mobiles. C'est ça son rôle. Dans le sens que les personnes, comme je disais tantôt, on le voit, là, ils connaissent pas les services. Mais à partir de là, on les écrit sur papier, ils partent. Sinon, si une semaine, 2 semaines, ça passe, puis à un moment donné, il n'y a pas d'obligation. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr qu'on va faire un suivi, mais pas un suivi professionnel de tu fais ci. Non, c'est juste parce qu'on care pour la personne, puis on se demande, ben, hey, comment ça a été ton rendez-vous l'autre jour? T'as-tu aimé ça? Là, je suis pas allé, je suis pas capable, je fais des crises d'angoisse. Quand j'arrive sur le coin d'autobus, je m'éloigne de chez nous, je suis pas bien. Écoute, on va te ramasser, on va t'emmener si tu veux. Quand tu seras prêt, tu nous le dis, on va te ramasser, on va t'emmener. Puis à partir de là, ben, tu vas être pris en charge dans le volet de tes vies où est-ce que toi, tu veux changer. Si le logement, ben, on va t'emmener vers quelque chose pro-logement, là. Si c'est au niveau de la consommation, ça peut être CIPTO, ça peut être Gélinec, ça peut être... Mais là, au début, bon, je veux juste essayer de clarifier les services qui ont été offerts par Itinérance Zéro depuis le début. Au début, tu es sorti seul ou avec des amis à l'année de la bouffe. Après ça, moi, les premières fois que j'ai entendu parler de vous autres, c'était question d'une caravane ou du moins d'un camion, je me souviens pas, parce que les gens pouvaient venir se réchauffer en hiver. Puis je me souviens que c'était un hiver très froid pour ça. Fait que ça a été quoi comme à partir du début, qu'est-ce que vous aviez à offrir, puis là maintenant aujourd'hui? Ouais, on part de loin. Hein? Ouais. Mais au début, c'était mon besoin de comprendre puis d'essayer de changer les choses. Ces personnes-là, ça a commencé là. Ben café pour une approche, cigarette. Après ça, ben des bas. Cigarette, bas, bain, café, tu fais le tour avec ça. Hein. Parce que les bas, ils marchent beaucoup, ils ont toujours les pieds trempés. Après ça, ben, on a des gens qui se sont intéressés. Puis il y a des gens que j'ai beaucoup de difficultés à déléguer parce que je suis perfectionniste, puis c'est comme ça. Mais il y a des gens que on établit un lien de confiance assez fort que je dis, OK, ben, tu peux t'occuper de cette partie-là, c'est correct. Ça va m'en enlever. Parce que la charge de travail augmentait rapidement. Ben, j'imagine. Très, très vite. Puis là, ben, à un moment donné, on donnait dans le cours du gîte ami, juste à l'extérieur du stationnement un peu. On organisait des soupers aux 2-3 semaines. Puis on l'annonçait avec des petits papiers imprimés. Okay. Puis telle date, tel jour, telle heure, on va être là. Puis on servait 15, 20, 30 personnes. Puis on était content de faire une différence. Puis le but, c'est jamais d'essayer d'en servir le plus possible. Là. C'est sûr qu'idéalement, j'aimerais s'en servir avec 5 puis c'est fini. Ça veut dire que le problème il est bien moins important que je pensais. Mais on a commencé comme ça. Puis à un moment donné, moi, j'ai une remorque fermée.
Puis je l'ai carrément fermé parce que c'est un hiver très, très, très rude. Ça, c'est l'hiver 2014-2015. On a eu une personne qu'on a... Faire une histoire, écoute. On l'a envoyé en ambulance parce qu'il était en état d'hypothermie avancée. Oh. Fait que là, j'ai dit non, ça n'a pas de sens. J'avais une remorque fermée chez nous. J'ai sorti tous les outils, l'équipement dedans. On l'a adapté. J'ai mis des panneaux électriques. J'ai pas une grosse génératrice. On a mis des grosses chaufferettes sur le 220 dedans. On chauffait ça, puis j'allais me stationner à des endroits. Puis les gens venaient passer la nuit dans le trailer, dans la remorque fermée. Puis c'était juste des petites chaises en résine de synthèse. Là, on avait un petit peu de café qui semblait tiède à la fin de la nuit, puis c'était correct. Mais ça a dû faire toute la différence pour ces gens-là. Oui. Non, les premiers cas, c'est toujours ceux que tu te souviens le plus longtemps parce que ces petits moments-là, t'es vis à fond parce que t'en as rien 4 ou 3 ou 5. À un moment donné, tu montes à 15-20. Ça s'en vient petit, le trailer. Hein? Puis là, servir des repas. Je me souviens, là, dans nos débuts avec la remorque, on servait des repas, mais t'as pas le droit d'avoir quelqu'un dans la remorque en arrière. Pendant que tu roules, là. Non. On en a eu quand même, là, qui tenaient plat, là, avec des tables qui bougent partout. Puis c'est parce que t'as pas de fenêtre, voir si on va-tu tourner. Ils n'ont aucune idée. Là. Ils ont juste une petite lumière 12 volts qui est là. Mais on s'est aperçu que le problème explosait. On venait de gratter un amorce là, qui nous ferait découvrir une bombe de personnes là, qui jaillirait de partout, dans le sens que le service commençait à être connu. On s'est aperçu que le besoin, il était là. Fait qu'à un moment donné, de fil en aiguille, avec un travailleur de rue, je parlais, puis moi, je connaissais pas ça. Puis là, il m'a parlé de POPS à Montréal. J'ai fait des recherches. J'y garde. Ça, c'est mon prochain step. Ça va être ça. Je suis entêté, c'est comme ça. C'est correct, ça. Ouais. Fait que là, j'étais parti pour acheter une caravane. Moi, faire un prêt personnel, puis on y va. Go, c'est ça. Je t'ai rendu là. Puis... Ben, je vais juste voir... Retiens ton idée. Oui. Je suis obligé de t'interrompre parce que les gens qui nous écoutent sur Illico, eux, ils ont seulement 28 minutes de l'entrevue. Donc, je vais les remercier d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à aller sur notre site web ou sur notre site sur YouTube ou sur SoundCloud. Vous allez pouvoir suivre le reste de l'entrevue. Je vous y invite. Nous, on continue la conversation. Merci de nous avoir écoutés via Illico. Bonne soirée. Fait qu'on va continuer. Oui. Donc, ouais, tu disais... Fait que là, c'est ceux qui vont venir sur le podcast parce qu'on a arrêté dans le milieu de quelque chose. Ouais, c'est ça. Non, c'est une farce. Mais non, j'étais sur le point d'en acheter une caravane pour... je l'écoute, ça tu sais, il y en a que c'est la chasse, les voyages. Moi, j'ai rien. Ben, moi, ça va être ça. Ça va être ça, ma traite, ouais. Fait que là... Il y a une personne sur Facebook, le père d'une amie qui était impliqué avec nous autres dans l'Itinérance Zéro. Il dit, moi, j'ai un motorisé, puis ma santé me permet plus d'en faire autant. Fait que si c'est pour faire ce que tu fais là, ce que tu veux faire avec, je te le donne. Wow. Fait que là, on est parti de là. Notre premier motorisé, eux autres, ils l'appelaient Bertha, affectueusement. Il faut qu'on a gardé le nom. C'est Bertha, on sait de qui qu'on parle. Mais au début, on avait 3-4 arrêts. On stationnait au Ultramar. Pourquoi le Ultramar? C'est le seul magasin qui est 24 heures. Puis je dis, en étant stationné au Ultramar, ce que ça élimine le vol à l'étalage, beaucoup. Parce que moi, quelqu'un qui est obligé de voler pour se nourrir, c'est pas un criminel. C'est quelqu'un qui est en mode survie. Il est en mode survie. Parce que quand t'es rendu au point où est-ce que 2 ans moins 1 jour, ou 6-7 mois, ou 3 mois de prison, prévaut sur... je mange ou je mange pas, ça fait plus de sens dans ma tête. Là. Mais là, on stationnait là, puis on disait, les gens, ils allent toujours vers ça, pareil. Tu sais, qu'il manque une pinte de lait. Des fois, c'est des familles qui sont juste plus appauvries. Ils ont besoin d'une pinte de lait, d'un petit peu de margarine. Ils allent au dépanneur parce que la maman est après à faire les lunchs, puis il manque quelques affaires. Puis là, ils voient la caravane, ils jasent un peu, puis ils s'en demandent c'est quoi. Puis là, on explique. Il y en a des familles, pas tout le monde, il y en a qui ont dit, écoute, c'est le fun. C'est vraiment le fun ce que vous faites. Mais il y en a qui sont venus, pliés sur les orgueils, puis c'est difficile de venir à caravane, dans un sens. C'est difficile d'aller chercher de l'aide, n'importe quoi. Oui, non, c'est ça. Fait qu'à partir de là, il y a des familles qui sont venues. Puis il y en a qui reviennent encore avec les enfants aujourd'hui. Puis moi, j'aime ça. J'aime ça. Je préférerais ne pas y voir qu'ils viennent me voir juste pour un café, dans le sens que le besoin n'est plus là. Mais au moins, puis à force de parler...
avec certains commerçants dans le viol, depuis que la caravane passe, le vol à l'étalage, que ce soit viande froide, puis toutes ces petites affaires-là, qui se faisaient beaucoup voler avant, ben ça a diminué. Il y a des commerces que c'est maintenant inexistant, on s'en fait plus voler de viande froide. On va se faire voler encore d'autres affaires normales, comme un magasin de détail, là, que ce soit des petits objets électroniques ou sans clientèle vraiment ciblée. Mais quand c'est la viande à lunch ou n'importe quoi qui a rapport à l'alimentation, faire un lunch pour les enfants demain, ben là, on le sait que ton rôle, tu l'as bien pris dans le sens que si l'impact au niveau du viol est moins important, ça veut dire qu'à quelque part, t'as peut-être juste apporté l'aide au bon endroit. Là. Là, tu parlais tantôt, au début, c'était comme une trentaine de repas. Là, aujourd'hui, en 2018, combien de repas vous allez servir dans une semaine? Ça varie. Je te dirais entre 380 et 500 par semaine. Ça amène une charge de travail aux cuisinières. Ouais, avec les cuisiniers, ça amène une bonne charge de travail aux cuisinières. Ouais. Puis ça me fait penser qu'au début, c'était juste un regroupement de citoyens. Bon, toi qui es parti avec des amis, disons, qui se sont greffés. Oui. Mais là, est-ce que vous êtes maintenant un organisme à but non lucratif enregistré ou c'est encore la même chose? Écoute, nous autres, là, on était dans ce pattern-là parce que tantôt, tu sais, quand je disais, le monsieur m'a donné le motorisé, j'ai dit, écoute, je pense qu'on est rendu là, on va s'incorporer. Parce que si moi, je meurs demain matin, je veux pas que... Moi, je veux pas d'enfant, là, mais je voudrais pas voir le motorisé aller ailleurs que pour ça. C'était ça ma première préoccupation. Fait que ce que j'ai fait, on s'est rassemblé quelques personnes. Pascal Leduc, là, qui faisait des chroniques économiques, là, lui dit, écoute, je vais la payer, moi, l'incorporation. Ça coûte 250$, tu le fais en ligne. Puis on s'est incorporé. Puis à un moment donné, ça prend point que Canada Inc., ça prenait Québec Inc., puis après ça, l'œuvre de charité, ça commence à faire beaucoup pour des gens qui connaissent pas ça. Là. Fait que là, il y a Sicotte Guilbeault qui a sauté là, en 2 pieds joints dans la barque et dit, écoute, dis-moi ce que ça prend. Viens voir un de nos conseillers. C'est une firme d'avocats. Eux autres, ils ont tout fait. C'est gratuit. Wow. Ils ont dit tout ce que ça prend. Ils ont fait des correctifs à notre première demande qu'on n'avait pas fait 100% correct et qu'on ne savait pas. Après ça, ils nous ont payé notre incorporation au Québec. Puis il a payé aussi la demande d'organismes sans but lucratif, qui va permettre éventuellement, si quelqu'un fait un don puis qu'il veut un reçu pour ses impôts, ben on va pouvoir y émettre quelque chose là, pour qu'ils peuvent récupérer une partie. Tu récupères pas 100%, mais c'est ça. Non, mais c'est une incitative. Oui, mais même si on est devenu cette entité-là de paperasse, on a encore 0 subvention. Il n'y a pas personne chez Itinérance Zéro. Nous sommes tous bénévoles. Il n'y a pas personne qui va toucher de salaire ou de millage ou... tu sais, moi, j'aurais ça, paye-moi le gaz, je vais faire ça. Non, on ne l'a pas encore. On n'a rien de ça. C'est tous des gens qui, de bon vouloir, ils donnent de leur sous et de leur temps parce que les bénévoles, là, souvent, c'est nous autres. On paye tout de notre poche pour venir à bout de faire un projet. C'est incroyable. Là. Tu me parles de 300 quelques repas autour d'eux avec 0 subvention. Avec 0 subvention. On est membre de Moisson Outaouais, mais il y a des frais. Chez Moisson, quand même, là. Puis t'as pas ce que tu veux là. Moisson, ben ça prend une cuisine MAPAC, ça prend ci, ça prend ça. On n'a jamais personne, hein? Depuis le début des repas, il n'y a jamais personne qui est tombé malade. On a des gens qui ont eu MAPAC dans le groupe, mais c'est juste la cuisine pour qu'elle soit 100% MAPAC, mais on n'a même pas de locaux, nous autres. On cuisine dans le sol d'une église où il y a une cuisine qui nous prête, puis on cuisine Notre-Dame, c'est les bénévoles, chacun chez eux. Puis Moisson aimait moins ça, fait qu'il nous donne pas de viande, rien qui est viande. Fait qu'à partir de là, assez de cuisiner 100% végétarien, à un moment donné, quand tu connais pas ça, ben les personnes, il y a certaines protéines qui n'ont pas, puis qui ont plus de difficultés à passer la journée sans avoir faim ou... Mais non, c'est un combat. Fait que là, on s'est tanné, puis on achète de la viande, on le paye de notre poche. Puis c'est ça. Il y a des gens qui ont fait une demande de... Je me souviens pas, je pense que c'est François Frédéric qui s'est occupé de ça. Des gens nous emmenaient des cartes de métro de l'Oblast de 20 ou 25 $. Puis quand on avait besoin de viande hachée, ben on partait avec ça. Ce qui pour pas que ça parte à dérapes, ce qu'on a fait, Itinérance Zéro, on n'a rien inventé, puis c'est rien de super intelligent, ce que je vais dire là, dans le sens que c'est... Si, mettons, je te rencontre, on en parle un peu, tu dis, écoute, moi j'aimerais ça contribuer. Tiens, je te donne 10 pièces. En recevant 10 $, on prend une photo,
puis on l'affiche sur le groupe tout de suite. Ouais. Fait que là, don reçu de telle personne ou anonyme, selon la volonté de la personne. Mais à partir de là, si tu t'assis chez vous, puis tu fais rien que faire le tour de nos photos, même si tu viens de rentrer, tu te dis, ouais, mais j'ai pas tout vu depuis le début, va dans nos photos. À chaque fois qu'il y a une entrée d'argent, elle est là, inscris-la. À chaque fois qu'on a une dépense d'essence, on le met aussi. Il y a eu des frais de réparation pour le motorisé. Ça a coûté tant de pièces. Parce que la mécanique, c'est moi qui ai fait, là, jusqu'à preuve du contraire. Mais en bout de ligne, quand on arrive à zéro, tout le monde est à zéro. J'ai voulu un mouvement qui était 100% transparent. Parce que c'est poche de commencer à avoir des personnes qui vivent dans le doute. Quand les gens vivent dans le doute, c'est un signe qu'il y a quelque chose, quelque part, qui a été mal fait. Puis c'est une méthode juste simple que j'ai trouvée pour essayer. C'est simpliste, la méthode. Ah, puis tu as besoin de la confiance des gens si tu veux que les gens s'impliquent, ou que ce soit monétairement. Ou... Oui, ben c'était même pas ça. C'était juste parce que, à quelque part, on a tellement d'efforts à mettre sur le terrain puis pour la cause que ça me tentait pas de commencer à mettre des efforts pour essayer de justifier ci, justifier ça. Regarde, tout est là. Vous le voyez. Ouais. Vous le voyez. On n'en prend pas d'argent. On fait rien. Fait que c'est comme ça. Quand vous avez commencé, je me souviens, puis j'ai relu les articles, il y a certains organismes qui disaient c'est bien, mais il n'y a peut-être pas de la bonne façon, dans le sens que, bon, ce que certaines personnes disaient, c'est qu'on veut que les itinérants apprennent ou fassent un pas pour s'aider eux-mêmes. Moi, j'étais surpris de voir de la critique de ce genre-là, parce qu'il me semblait que c'était juste pas ça l'objectif, qu'il y avait d'autres personnes pour faire ça. Et voilà. Puis, je me demande comment est-ce que toi, tu as réagi face à ben, j'ai pas été surpris. Je ne sais pas dire critique, mais tu sais, à peut-être cette bémol-là là, qu'on disait de... Oui, non, c'est... D'un, la personne a clairement pas lu la mission d'Itinérant Zéro. L'intervention, écoute, on n'est pas spécialisé là-dedans. On n'en fait pas. Maintenant, on a une personne qui va se déplacer, là, soir de nuit, en état de semi-urgence. La personne a une maîtrise en intervention pour que tout le monde soit content. Fait que là, on peut l'appeler sur demande. Okay. C'est arrivé une fois. On a Annie Castonguay sur notre conseil d'administration aussi. Donc, ce que je fais quand je pogne une problématique, ben, je l'appelle. Même si c'est 2h du matin, Annie, elle répond. Elle dit, parce que ça, je le ferai pas, elle répond. Elle n'a jamais fâché rien. Là, je lui explique, mais écoute, faudrait que tu fasses ci, ça. Merci, bonne nuit. Mais la critique est poche dans le sens que au début, j'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre où est-ce que les gens s'en allaient avec une critique comme ça. Puis on n'a pas été obligé de fouiller pendant 6 mois pour trouver la réponse. Okay. Avec tous les projets qu'on s'en vient, le communautaire, la façon que ça fonctionne, il y a une enveloppe régionale, elle est pitchée sur la table, puis tu te rends compte une fois par année, puis tu essaies de justifier pourquoi tu as besoin d'argent. Ils n'en veulent pas d'un autre organisme assis autour de la table parce que ça a maigri les enveloppes de chaque organisme si tu demandes trop de gros sport. Excuse-moi. L'autre truc aussi, où est-ce qu'on dérange beaucoup, puis moi, je suis plus une personne, je suis un rassembleur dans le sens que c'est ensemble qu'on va faire une différence. Moi, je la ferai pas tout seul. Puis là, on veut faire connaître les services puis tout. Puis étonnamment, au début, je disais, tout le monde va être content qu'on sort. Le deuxième motorisé s'appelle Emmett. C'est Emmett John, c'est le fondateur de Pops. C'est en mémoire du monsieur. Ouais. Mais quand on a annoncé, plus ou moins officiellement, l'avenue d'Emmett, moi, je me disais, écoute, les services vont tous être contents. Non. Ça n'a pas fait ça pendant tout. Parce que, non, tu sais... pourquoi? Ouais, j'en viens là. Je serai pas super populaire avec ce que je vais dire, là, mais le communautaire, il y en a, pas tous, là. Je te dis, il y en a, qui ont leurs enveloppes annuelles. Lundi au vendredi, 8 à 5, caseload très léger. Ils n'en veulent pas plus. Tu as un organisme qui dit, on va envoyer les gens vers les services. On va maximiser le système qui est là en place en dirigeant les gens vers les services au lieu de les laisser à la rue pour vraiment faire une différence. Parce que si tu me dis que toi, tu vas les aider à faire une telle chose, ben si cette personne-là a besoin de cette chose-là, je vais te l'envoyer. Mais là, ta charge de travail augmente. C'est ça. C'est là qu'on est peut-être un petit peu boudé. C'est pas tout le monde qui veut que leur charge de travail augmente.
Puis il y en a que c'est parce qu'ils n'ont pas les effectifs. Il y en a qui n'ont pas les moyens. Il y en a qui veulent juste pas. Sont confortables comme ça. Juste assez de personnes. Puis les statistiques, c'est toujours un peu nébuleux aussi, là, au niveau... pas juste dans le communautaire, là, un peu partout. Oui. Fait qu'à partir de là, c'est sûr qu'on est boudé un petit peu pour émettre, mais c'est pas grave, je vais le faire quand même, parce que moi, le seul résultat qui m'importe, c'est celui qui vient cogner à ma porte. Comment est-ce que lui se sent là-dedans? Comment est-ce qu'il va être capable d'avancer grâce aux références qu'on lui a fait profiter? C'est juste ça qui est important. Ce que le restant pense de moi, ça me dérange pas. Je suis entêté, je vais y aller jusqu'au bout. Je suis assez convaincu que c'est ce qui va arriver. Ouais. Quand vous étiez venu, vous étiez déjà venu au studio pour une autre émission. Ça m'avait marqué parce que vous étiez venu avec une jeune fille qui était itinérante, qui vivait des difficultés, puis tu disais qu'ils ont besoin de parler. Ben, je l'ai bien vu parce que c'est ouverte, elle s'est mise à nous raconter sa vie. Cette jeune fille-là avait vécu, elle était stripteaseuse dans un bar, elle est allée dans la prostitution, après ça elle est partie à Montréal avec un pimp, et puis elle a vécu des crimes sexuels assez élevés. Puis c'est carrément digne de la fameuse série de Fugueuse que tout le monde parle. Ouais. Là, les gens me racontaient, c'est drôle, puis moi j'écoute pas beaucoup la télé, c'est drôle, je suis en télé, mais j'écoute pas beaucoup la télé. Puis les gens me disaient, hey, t'as-tu vu ça? C'est effrayant, je peux pas croire que quelqu'un peut vivre ça. Puis je me disais, wow, ben tu sais, oui, tu vois ça à la télé en fiction, là, mais va dans le communautaire, puis tu vas en entendre plein d'histoires là, épouvantables, difficiles comme ça. Est-ce que son cas est unique, cette jeune fille-là? Ou Mon Dieu, non. Non. Écoute, le problème que tu décris, on s'entend que c'est majoritairement féminin. Que ce soit dans nos statistiques ou dans les statistiques de d'autres, tu vas toujours voir que le nombre de femmes à la rue, il n'est pas plus bas. Le nombre de besoins de services est peut-être moins présent. Parce que quand il fait moins 40 l'hiver, c'est rare, tu vas ramener une femme coucher dans la caravane ou pour essayer de se trouver une place. C'est très rare, là. Parce qu'il y a aussi l'entourage qui est là, mais pas pour les bonnes raisons. Il y en a qui vont la prendre à moins 40, puis ils vont l'emmener chez eux. T'sais, on va faire ton lavage, on va prendre ta douche, on va te préparer un souper, une petite bouteille de vin. Puis là, tu vois où est-ce qu'on s'en va, là. Wow. Ça, c'est récurrent. Puis ça a toujours été là, puis ça va toujours être là, de casser ça. Puis la personne, il y en a que ça va les fâcher, ils vont prendre la porte, ils vont se retrouver. Eux autres, ils viennent à la caravane, on lui trouve une place. Mais il y en a d'autres qui vont dire, écoute, je suis gelé, là, je suis tanné, là, j'ai des engelures, ça va être un moment à poche à passer, là. Mais ouais, je vais coucher avec. Puis au moins, mon lavage va être fait. Je vais avoir pris ma douche. Puis demain, ben, c'est ça. Je vais essayer de faire autre chose. Ben, mais pour cette nuit, pour cette nuit, mon mental, la rue, je suis plus capable d'en prendre. Fait que je vais geler, je vais mourir, il fait moins 40. Il y en a plein, là, qui sont autour juste pour le besoin eux autres, là. Que ce soit au niveau sexuel ou qu'importe, là. On en voit tous les semaines, là. On les cible rapidement, mais il y a des faux travailleurs de rue aussi. Tu sais, qui s'improvisent. Ah non, moi je suis travailleur de rue, mais c'est parce qu'ils passent au bras ou au cipto, ils se ramassent des seringues puis des condoms, des affaires. Puis, c'est que ça lui permet une proximité au niveau des personnes qui sont déjà plus susceptibles ou plus affaiblies. Parce que là, au début, tu te dis que tu es travailleur de rue, ben là, le lien de confiance vient un petit peu plus rapidement. Puis à un moment donné, un travailleur de rue qui te demande de coucher avec, du faire une pipe dans son genre, ou il va te donner de la speed. On s'entend, c'est pas un travailleur de rue, là. C'est quelqu'un qui s'est improvisé. Puis la problématique, je l'ai signalée à la TRUC, l'Association des travailleurs de rue du Québec. On a fait une rencontre il y a 2 semaines. On veut avoir un système pour les travailleurs de rue où est-ce qu'on pourra s'identifier clairement avec une carte. Regarde, voici, moi, c'est Ben Leblanc, je fais partie de la TRUC. On n'est pas là parce qu'il y a beaucoup de proxénètes aussi qui vont s'improviser travailleurs de rue parce que l'accessibilité aux personnes, écoute, tu vas approcher une personne en 10 minutes au lieu de faire des détours pendant une semaine pour aller jaser à cette personne-là. Tu sais, au pire, elle va t'envoyer promener, puis j'ai pas le goût de parler aujourd'hui, mais si tu retournes demain, tu dis, écoute, hey, moi, je suis un tel, mais je suis travailleur de rue, j'aimerais ça t'aider, puis la personne est en besoin constant d'aide. Fait que à un moment donné, elle va t'écouter un bout. Fait que les beaux parleurs viennent à bout d'en embarquer. Mais ouais, il y en a qui partent avec des proxénètes, puis des belles promesses de fil en aiguille, puis à un moment donné, ben
ton petit rêve de princesse devient ton cauchemar de TV. Mais ouais, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Juste qu'on on entend moins parler parce que souvent, ces filles-là vont quitter pour Vancouver, Toronto. Après ça, où est-ce qu'ils sont? Regarde, je n'ai aucune idée. Human trafficking, ça n'existe pas juste à la TV. Là. C'est très réel. Oui, puis à Ottawa, on serait surpris du nombre au centre Ido qu'il y a. Mais c'est ça, sans rentrer dans le détail, c'est parce qu'il y a une de mes ex qui travaille justement à cette partie-là. Juste human trafficking. Okay. Puis c'est ça. Ouais, c'est pas aller creux dans un autre sujet. Oui, non, c'est ça. Ouais. Mais là, on parle de cas où est-ce que c'était creux, mais est-ce que tu as été témoin de gens qui étaient si creux et qui s'en sont sortis? Justement, la petite demoiselle qui était venue avec nous autres, là, avec moi et Stéphane, elle, écoute, c'est super banal. À un moment donné, je l'ai ramassée d'un banc de neige. Elle était après se faire un trou parce que c'était pendant les périodes de super froid. Elle se faisait un trou pour venir à bout de rentrer dedans. Elle dit au moins ça va couper le vent dans le banc de neige. Là, quand je suis arrivé, j'ai nommé son nom. C'est quoi tu fais là? Elle dit ben là, j'ai fret, je suis plus capable. Les pieds puis les doigts, ça fait mal. Puis elle dit je vais au moins couper le vent. Puis tu peux pas coucher dans le banc de neige. Hein? Écoute, c'est impossible. Fait que là, à un moment donné, je dis non, là, tu vas t'asseoir dans l'SUV. Là c'est rare que je vais lui dire quoi faire. Je dis non, là, OK. Tu vas t'asseoir dans l'SUV. On va te trouver une place. Là. Elle dit, j'ai fait le tour, il n'y a rien. Si moi, j'essaye, au pire, on aura 2 fois rien, là, mais c'est ça. Le temps qu'on était là, on a 2 hommes qui sont arrivés aussi dans le VR, même situation. Puis là, je faisais des téléphones partout pour essayer de trouver un hébergement temporaire. Il n'y avait rien. Tout était plein. Écoute, il faisait moins 30, moins 40. Tout le monde, c'est plus tu vas les services. Les 2 gars, eux autres, sont venus à bout de trouver une place chez un de leurs chums. Okay. Fait que là, j'ai suggéré, je lui ai dit, écoute, est-ce que vous êtes capable d'emmener... Parce qu'il la connaissait, là. Il dit, je peux le rappeler. Là, il l'a rappelé, puis finalement, ça fonctionne pas. On a placé tout le monde, sauf elle. Colin, qu'est-ce qu'on fait, ça? J'écoute, on n'a pas 70 solutions. J'ai un divan, toi t'es dehors, ça va être ça. Fait que ça a embarqué le pattern de toujours que les gens se fient, mais c'est arrivé à quelques reprises que j'ai emmené, là, que ce soit autant homme, femme ou à la maison, dans des situations semi-urgentes. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé, parce que maintenant, en étant directeur de l'organisme, on commence à être reconnu. Donc, quand j'appelle à des places, on vient à bout là, de trouver une solution. Trouver une solution. Des fois, ils vont... pas une grosse faveur, là, mais ils vont vraiment pousser au maximum de leur capacité. Écoute, pour une, c'est correct, mais si tu m'appelles cette nuit et t'en as un autre, je pourrais pas. Mais cette personne-là, que tu as vu ici en studio, on avait amené, à partir de là, notre lien de confiance, il était déjà établi. C'est pas quelqu'un que j'ai connu comme ça. Ça faisait au moins presque 1 an. Qu'on se voyait régulièrement sur les soupers, ces choses-là. Elle, à un moment donné, elle s'est fait un chum. Elle tombe enceinte. Son chum travaille dans le niveau de la construction. Puis là, j'étais content parce que c'est le premier gars qui était pas de la rue qu'elle avait comme chum, comme partenaire. Puis c'était le premier aussi qui avait pas une grosse tendance vis-à-vis les narcotiques, ces choses-là. Fait que je disais, peut-être ça va mener nulle part, puis on va voir. Puis, effectivement, aujourd'hui, elle a une petite fille. Puis, elle est en appartement, une petite fille, elle a son chum. Puis, mais quand elle a accouché, son chum, il dit, ça m'a fait chaud au cœur, pareil. Il dit, quand on est sorti de l'hôpital, oublie ça, on va pas chez nous, on va pas chez ma mère montrer la petite, rien, là. On part du site, on va montrer la petite ébène. Après ça, on ira où ce que tu veux, on ira. Mais en sortant du site, moi, c'est ce qu'elle avait dit. En sortant du site, moi, c'est clair, là, je m'en fous de ta mère, je me fous de tout le monde. Je vais voir Ben avec la petite. Après qu'il va l'avoir vue, on fera le tour. J'ai pas de problème. Puis ça avait été ça. Ça m'avait fait un petit quelque chose. Puis, et avec raison. Oui. Mais c'est touchant dans ça, puis je suis content pour l'avoir rencontré, de savoir que elle va super bien. Oui. Mais oui, les gens se replacent, puis ça serait faux de croire qu'ils reviennent toujours au même pattern, parce qu'on a vu beaucoup sortir de la rue, puis ils sont jamais revenus. Mais encore là, il faut screener ceux en déficience intellectuelle qui sont capables, qui sont aptes à le faire.
à ceux qui tombent entre les mailles du système et qui ne pourront jamais le faire à 100%, ou du moins pas pour l'instant. Que ce soit au niveau de la médication qui est non contrôlée, ou je sais pas. Mais il y a toujours une faille pour certaines personnes que peu importe où tu les lances dans le filet de secours, les mailles sont trop grosses puis ils se retrouvent toujours en bas parce qu'ils cadrent nulle part. C'est cette partie-là qu'on essaie de changer. C'est notre plus gros combat, en fait. Mais pour l'instant, on va y maintenir avec des petits repas, des vêtements, essayer de les enligner vers les ressources. Mais un jour, ça va peut-être marcher. Pour l'instant, ça fonctionne. Mais il va falloir que tout le monde y mette un petit peu plus du sien. Là. Mais justement, pour y mettre du sien, l'autre fois, quand on s'était parlé par téléphone, tu me disais, toi, jamais tu donnerais de l'argent à un itinérant, puis pourtant, on va en voir qui vont quêter, on va donner de l'argent. Pourquoi pas, puis qu'est-ce qu'on devrait faire? Ben écoute, je dis pas de pas le faire. Je fais juste dire que moi, je le fais pas. Parce que ça serait faux de croire qu'une personne va sortir de la rue parce que tu as mis 5$ dans la canne, comme je disais tantôt. Comme tu disais, ça n'existe pas, ça. Tu vas combler un moment présent, mais le voir sortir de la rue parce que tu mets de l'argent, c'est non, ça n'existe pas. Il n'y a pas personne qui s'est sorti de la rue. Mais ne serait-ce peut-être, en tout cas, moi, ce que ça me donnait comme sentiment, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus, c'est que justement, au moins, je ne l'ignorais pas. Puis quand pour les fois je l'ai fait, en fait, des fois, on avait de la nourriture, on a donné de la nourriture. D'autres fois, on n'avait pas, on a donné de l'argent. Puis je dis parce que souvent, je suis avec les enfants, puis ça, puis j'essaie de les sensibiliser à ça. Mais au moins, je les reconnais. Puis c'est une chose que je remarque, c'est que souvent, les gens n'osent même pas les regarder. Ils veulent pas les regarder. Mais pourquoi? Parce que tu es obligé d'interagir. Tu as l'impression que si tu regardes, tu es obligé de leur donner de l'argent. Tu sais que si tu as rouvert ta fenêtre et tu aurais dit « Hey, comment... je m'excuse, je n'ai pas une scène, etc. » Mais j'ose là 2 minutes. Juste, il donnait 2 minutes de ton temps. Puis tu vas voir le même sourire chez la personne que celui qui a donné 25 cents ou 2 piastres. Je pense que c'est les différences qui tuent lentement. Là. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont mal compris, dans le fond, qu'on met une étiquette facilement? Ben, c'est clair, ils sont excités comme toxicomanes. Mon Dieu, les étiquettes sont grandes. Il y en a plusieurs. Il y en a trop, on va manquer de temps même dans le podcast. Là. YouTube, à un moment donné, va dire non, ça coupe ça, arrête ça. Mais non, les étiquettes sont nombreuses, les préjugés sont incroyables. Au niveau de la violence, toxicomanie, c'est des bons riens. Ils caillent juste pour consommer. Il y en a. Il y en a, oui. Après, il va ramasser 6 piastres, il va aller s'acheter 3 speed, puis ça va être ça. Mais si je serais dans cette situation, la vraie question à se poser, là, comme qu'on parlait tantôt de la consommation, quand tu es rendu au point que ta vie c'est tellement de la merde que c'est le seul temps que tu te sens bien, c'est au niveau de l'adaptation de la société qu'il y a un problème. Le système en place, il ne cadre pas pour tout le monde, puis il y a des exclus parce qu'ils ne fitent pas nulle part. Pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce que c'est comme ça. Mais il y en a qui vont dire, ben écoute, moi je vois qu'il était, mais que j'aille autour de 9,80, je vais aller me chercher un paquet de cigarettes, puis ça va être ça. Mais le sujet qui va te faire lever le poil ses bras, je vais le voir ici, là. Il y a une taxation au niveau de la rue. Le gars qui est sur son coin de rue, souvent, il faut qu'il paye 25$ par jour pour être là. En fait, c'est les mini-gangs de rue, là, locales. Qu'eux autres, ils s'approprient, ils essaient d'avoir partout ce qu'ils peuvent faire du cash. Ils vont vendre leur drogue, aussi, ça. Ils vont chercher l'argent des itinérants qui quittent. Oui, on va directement dans la canne. Là. Puis, écoute, t'as pas d'affaires ici, c'est notre secteur, puis c'est 25$ par jour. Des fois, c'est 20, des fois, c'est 25, des fois... Là, on dirait que se sont montés un petit plan de business, là. Quand ils ciblent une fête puis qu'il y a plus de trafic, mais c'est plus cher. On essaye de savoir c'est qui, parce que ça faut que ça arrête. Mais les gens ont peur, fait que les gens parlent pas. Fait que souvent, déjà là, t'as rien. Puis tu quêtes un peu pour aller chercher soit des cigarettes, un Pepsi, ou quand même, ça serait juste pour aller s'asseoir au Saint-Hubert pour dire que je me suis payé une sortie. J'ai fait de quoi d'autre que juste être dans la rue. Parce que c'est déjà difficile pour eux autres d'être dans un établissement. Ils peuvent pas... moi, plutôt, on part demain matin, là. Il pleut, c'est grisâtre, puis on s'appelle, on va se prendre un café au Tim Hortons. On va acheter un café, on va être là toute la journée, on va jaser, puis...
pour nous autres, c'est plaisant. Mais on va passer la journée là. Eux autres, oublie ça, là. Non. Ils achètent un lunch complet qui est même cher avec notre café, là. Puis après ça, ils vont acheter une liqueur dans l'espoir de rester là parce qu'il fait trop froid ou qu'il pleut. Mais non, on lui demande de sortir, là. C'est facile d'identifier une personne qui est sans-abri, là. Ça voyage avec ses packs-sacs. Souvent, le look, là, tu sais, il n'a pas pris sa douche le matin, les cheveux tout crochés, pack-sac. Fait que sont ciblés, puis on les observe, hein, aussitôt qu'ils finissent de manger. OK, il va falloir que tu partes. Il va falloir que tu t'en ailles. Parce que les gens n'aiment pas ça, ils t'entourent de ça. Ça rend mal à l'aise. C'est mal vu. Puis l'autre question qui tue, c'est il va-tu se mettre à quêter dans le restaurant? Ça c'est déjà fait, là. Écoute, on pourrait prendre un papier, je t'écrirai 5 noms tout de suite qui le font. Mais ces personnes-là, c'est pas à la rue, il faudrait qu'ils soient dans des centres adaptés. Puis il faudrait qu'ils puissent y demeurer. Parce que c'est des personnes, souvent, que ce soit Asperger ou n'importe quoi, là, sans rentrer dans le détail de tout, parce que je connais pas tout, mais ils détectent pas les sentiments. Tu sais, moi, je suis tachal. Je dis, écoute, on t'a donné de l'eau. Ben, je bois pas ça de l'eau, moi. Moi, j'en bois, mais c'est en voulant dire un exemple. Je te dis, ben, moi, je bois pas ça de l'eau, fait que paye-moi un Pepsi. Le monde du mon Dieu, il est effronté. Puis là, ben, j'ai pas d'argent. Ben, je viens de t'avoir, t'es allé chercher un lunch, j'ai ta carte. Puis là, il va devenir insistant. C'est pas parce que la personne, il est venu au monde trop de cul, là. On s'entend. C'est parce que la personne n'a pas les capacités intellectuelles de figurer qu'elle va trop loin. À aucun encadrement, n'a rien. Oui, il y en a. Mais c'est de la déficience intellectuelle. Je comprends. Souvent. Ils savent pas son haut les limites. Non, c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, quand ils sont encadrés puis qu'ils ont la chance d'avoir encore une famille, souvent, pas souvent, mais ça m'est déjà arrivé, là, d'être au McDonald's ou qu'importe, puis que le père, il dise non, c'est assez, puis il l'encadre, là, puis l'enfant, c'est ça qu'il va dire, ben ouais, mais t'es menteur, c'est pas vrai, je viens de te voir faire ci, mais ils ont un encadrement familial, mais si les parents meurent d'un accident de char d'un matin, puis que la famille refuse de le prendre, puis qu'il est juste assez responsable au niveau de la loi pour dire non, moi je veux pas être dans des centres d'accueil, je veux pas, parce que je suis majeur, je fonctionne bien, je suis pas dangereux pour ma sécurité, donc moi je choisis de pas aller là parce que j'aime pas ça, j'aime pas les règlements. Ben il va être dans la rue. C'est là que ça retrouve, malheureusement. Tantôt, on parlait tu me racontais quand tu as rencontré la jeune fille, creuser un banc de neige et tout ça. J'ai vu dans un reportage à Radio-Canada que bon, il y en a qui se faisaient des cabanes dans le bois. Parce que moi, quand en hiver, des fois, on est dans les moins 40, puis tout ça, je me dis, my God, comment est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font d'autre que ça? Tu m'as dit banc de neige, cabane dans le bois. Quoi d'autre que tu vois là, sur le terrain là, qu'ils font pour se débrouiller? Ben, c'est souvent, ça va être des édifices à logement, là, tu vois, des escaliers. Les sorties d'échangeurs d'air des gros bâtiments, phase 2, phase 3, phase 4. Ils vont se coucher sur le grill. L'air sort à 18-19 degrés. Fait que oui, c'est poche parce que tu dors avec le vent sur toi toute la nuit. Mais au moins, c'est vraiment chaud. Là. Ben, c'est sans grillage. Hein. C'est le confort, il n'est pas à son maximum. Là. Mais au moins, ça change la température ambiante parce que l'air qui passe au travers de toi est à 18-19. Fait que tu meurs pas gelé. C'est tous des petits endroits où est-ce qu'on peut retrouver facilement. Puis quand vous êtes sur la route puis vous promenez, j'imagine que c'est ce genre d'endroit que vous regardez pour justement voir s'il y a des gens on connaît déjà les endroits. Je les nommerai pas toutes juste pour éviter parce que présentement, on vit le viol puis le vieux Notre-Dame vit une période un petit peu plus à pic de profilage social au niveau des policiers. Encore là, je donnais l'exemple de moi plus tard tantôt. Là, on part, nous autres, on traverse des allumetières, on n'est pas tout à fait à la lumière, puis il n'y a pas personne qui va nous faire chier avec ça. Là. Mais si c'est un sans-abri qui traverse, c'est pas long. Si les policiers l'ont vu, c'est pas long qu'ils la ramassent, là, puis contrôle, moi, tu sais qui, je peux-tu fouiller tes packs-sacs, voici ta contravention, qui est proche de 100$. Puis là, ils se ramassent avec des charges à payer de 6, 7, 8 000$ avant la fin de l'été. Et ils font comment pour payer ça? Ils sont pas capables de se payer un souper ou Fait que là, ben, il l'étire, puis à un moment donné, ben, c'est inévitable, faut que tu fasses faire tes obligations, t'as pas d'aide sociale parce que t'as pas d'adresse, donc tu vas en prison. Mais au moins, ils sont là pour les périodes les plus froides. C'est poche, là.
Je ne souhaite pas Mais là, ça. ils ont des contraventions. Contraventions de quoi? Ben, parce que tu n'as pas traversé la rue à l'intersection. Il y a le genre de contravention qu'on donne jamais à personne, d'habitude. Là. Genre, oui. Mais ou très peu, là. Puis il y a aussi les contraventions parce que tu as le droit de coucher à terre dans l'herbe un petit peu. Pas, le temps, il est flou, là. OK. Une certaine période de temps, mais là, ouais, c'est plus longtemps. mais il faut que tu circules, tu n'as pas le droit d'être ici. OK. Mais j'ai pas d'adresse, j'ai pas de maison. Mais je m'en fous. Faut que tu circules, tu n'as pas le droit de te coucher là. Puis de la minute que tu vas mettre une tente ou une petite toile parce qu'il pleut, parce que l'été, dans les grosses chaleurs, quand on pointe des semaines qu'il pleut, là, le calvaire est bien pire que l'hiver à moins 40. À moins 40, je peux les habiller pour venir à bout des soulager un peu. Okay. Mais quand il fait 40, puis que t'es rendu en culotte courte, puis il fait encore trop chaud, puis il pleut, puis là, ils ont des problèmes avec des bronches, puis ça respire mal, puis tu peux pas refroidir. Il n'y a pas de place que je peux y rentrer. Il n'y a rien, on va pouvoir les mettre sur le dos qui va faire qu'ils vont se sentir bien. On va apporter la caravane, on va faire un bout là, un 12 heures, un 24 heures. Mais après ça, on travaille tout. Fait qu'il vient un moment donné que OK, il fait moins chaud ou il fait beaucoup moins froid. Fait qu'on part, on s'en va. Mais lui, sa réalité demeure la même. Là. On lui a donné du bon temps, le temps qu'on était là, mais il sait là, que c'est pas éternel. On est là pour le pic de la crise. Mais l'été, la problématique est plus importante à ce niveau-là que l'hiver. Moins au niveau du logement, parce que il y en a qui se trouvent ils font des petites cabanes dans le bois. Puis en fait, ça dérange personne. Tout ce que ça dérange, c'est les passants, en fait, là, le visuel. Tu sais. Je fais du vélo, le monsieur il campe là avec une tente, puis il a de l'air d'un sale, puis les cheveux longs, puis il est pas propre. Puis j'aime pas ça que mes enfants voient ça. OK, fait que la misère humaine, on va se crêper en Ontario parce que ce qu'on lui demande, c'est de changer de province, en fait. Le profilage va encourager les gens à aller, c'est dans le but, souvent, de dire, écoute, ici, tu peux pas, tu dois assez d'étiquettes, que le monde va se tanner, puis ils vont aller à Ottawa parce qu'il y a plus de services. Là, les gens disaient, ils vont pas essayer d'aller quelque part parce qu'ils vont se faire moins chaler, en guillemets, tu sais, moins chaler. Non, mais ça c'est par la police qui surveille moins. Puis... Oui. Oui. Moi, je suis allé par la police, oui. En Ontario, les policiers sont beaucoup plus calmes. Ils paniquent moins avec ça, les petits cas. Mais, comment je pourrais dire, en Ontario, où est-ce qu'ils vont se faire hacher les plus, c'est si tout le monde se ramasse là, on a une plus grosse concentration de gens en santé mentale. Puis les chicanes, ils peuvent partir plus. C'est peut-être le climat. Le climat, il est complètement différent. Là. C'est beaucoup plus violent, Ottawa. Okay. Ottawa centre-ville, pour les cas en santé mentale qui sont rendus ailleurs avec les cas de consommation extrême. Donc, on les pointe ici, puis on leur demande d'aller de l'autre côté pour avoir de l'aide, pour avoir un ci, un ça. Parce que le bord, les budgets, là, si tu veux pogner quelqu'un ici au Québec, je l'emmène à Ottawa, en dedans de 20 minutes, je vais trouver une place à coucher. Ça, c'est sûr. Des services, il y en a. Eux autres, ils ont des budgets. Oui. C'est le provincial là, qui a de la misère. Puis le municipal, ben, il t'ignore. Il n'y a pas... parce qu'il va se défendre en disant que les enveloppes viennent du provincial. Mais si je l'emmène à Ottawa, ben, les personnes, on va y avoir des refuges temporaires, un petit peu plus long terme, des appartements, pas sûr, là, mais au niveau des services immédiats, Ottawa, non, sont équipés, là. Parce que c'est, selon les chiffres que j'ai lus, sur 2015, c'était autour de 1000 quelques hébergements d'urgence qu'il y avait par année. Oui. 2016, c'était dans les 900 quelques. Oui. Pour donner une idée aux gens qui nous écoutent, imaginez, là, ça en fait du monde à héberger. Là. Oui, puis encore là, c'est pas tout le monde qui sont allés vers le service. Parce qu'il y a beaucoup plus de personnes que ça. Parce qu'il ne faut pas oublier la deuxième ligne d'itinérance, qui est plus importante. La deuxième ligne d'itinérance, c'est celui que il a fait le choix de faire un pas pour avancer, pour essayer de s'en sortir. C'est celui que il est en appartement, mais il n'aura pas d'argent pour payer son hydro puis sa nourriture, etc. S'il ne trouve pas un job à court terme. C'est celui qui a fait le choix d'essayer de s'en sortir, de s'intégrer au système, mais qui n'est pas capable de se nourrir. Fait que, ceux-là aussi, on les dessert. Là. On a au point qu'on arrête dans le viol, puis qu'on va servir des assiettes à ces gens-là pour les soutenir le temps qu'ils puissent avancer, parce que trouver un job, il y en a qui ne savent pas faire de CV, mais ils sont travaillants. Puis là, bien souvent, pour les jobs banals, emmenez-nous votre CV.
écoute, pour le profil de la job, là, tu pourrais juste la rencontrer. Mais là, on va les assister. On va les diriger vers des endroits qui vont t'aider à faire ton CV. Puis à partir de là, ben, avancer. Mais non, c'est pas mieux. Itinérance zéro, c'est à partir d'un seul homme. Aujourd'hui, c'est qui Itinérance zéro? Mon Dieu, nous sommes tellement nombreux. On va exclure les 3000 quelques membres sur Facebook, là, mais ceux qui sont, mettons, le centre, là, puis qui sont là. C'est une quinzaine. Okay. C'est une quinzaine, 15 à 20 personnes, gros max. Okay. Qui sont là tous les jours. Par le bénévole de cuisine dans l'ombre, là, c'est ceux qui me permettent, moi, d'avancer, parce que les gens, ils me voient moi. Mais tu sais, ils disent « Ah, Benoît, il avance bien. » Non, Benoît, il avance pas en tout. Benoît, il est poussé dans le dos par le support qu'il y a ici. C'est ça, en fait. C'est pas qu'il me force à le faire, là. Moi, je veux le faire, mais c'est eux autres qui me permettent de pouvoir me concentrer plus, soit pour des entrevues ou pour me déplacer le soir et souvent de nuit pour aller voir ces personnes-là. Parce que j'ai des appels de nuit aussi, là. Ça n'a pas changé. Mais c'est plutôt rare, mais j'en ai des situations d'urgence. Mais toute la structure bénévole qui ont la cause à cœur, là, puis c'est incroyable les heures qu'ils font, mais eux autres me permettent à moi d'agir plus sur le terrain au lieu de limiter mes heures, parce que là, je suis obligé de faire la cuisine, toute la logistique, puis tout en arrière. Ben, je sortirais 2 fois semaine. Je pourrais pas sortir 4 fois. Vous avez participé, tu nous disais, à un documentaire? Oui. C'est quoi ce projet-là? Comment c'est arrivé? C'est la réalisation au niveau du fentanyl. La réalité terrain du fentanyl, les craintes reliées au fentanyl chez les consommateurs. Cynthia Despetrilo de Trio Orange, elle m'a contacté et elle a dit « Écoute, il y a un monsieur, Alexandre Paradis d'SOS Itinérance à Montréal, qu'il m'a référé à toi pour ce que tu fais à la rue, puis ta proximité avec les gens. Puis nous autres, on aimerait ça juste. C'est un documentaire qu'on tourne, tu sais, c'est pas un reportage où est-ce qu'on assomme les gens, puis on filme pas personne à son insu, puis chaque personne doit signer. Mais juste dans cette forme-là, je suis confortable à le faire, je suis à l'aise. Puis étonnamment, ça a super bien marché. Les gens, certains ont embarqué. Certains ont partagé l'histoire, la vraie réalité du fentanyl. C'est parce que, pour ceux qui ne connaissent pas ça, le fentanyl, c'est un produit souvent importé de la Chine. C'est plus fort que l'héroïne, en fait. Là. OK. C'est pas parce que je l'ai essayé. Mais, c'est ce que tu as entendu. Oui, mais c'est souvent, les gens vont recevoir... on va parler juste des chiffres l'anciennement. Tu as 1 kilogramme de drogue. Tu voudrais te rendre à 2 pour maximiser des profits. Fait que là, tu vas mettre un paquet de stock qui ressemble à ta drogue dedans, dans l'espoir de doubler la quantité, mais l'effet est presque plus là parce qu'elle est trop diluée. Ils vont rajouter du fentanyl. Ou l'autre s'appelle... Excuse-moi, le carfentanyl. Pas trop. Carfentanyl, c'est comme 10 000 fois plus fort que le fentanyl. Mais ils vont rajouter du fentanyl dedans pour que les personnes peuvent garder un semblant de buzz. Le danger, c'est que c'est tellement puissant qu'il faut le diluer. Fait que tout ce qui est en poudre, c'est difficile parce que c'est pas aussi homogène. Puis quand tu le mélanges, un grain de sel de fentanyl, la personne est correcte. Si t'en prends 2, t'es en overdose. Tu tombes dans un état de repos tellement profond que t'arrêtes de respirer. Puis à un moment donné, ben, le reste en suit. Puis c'est pas de mort qui doit être atroce, par exemple, parce que tu sens rien venir, mais c'est juste que c'est poche. Puis ça, ben, je suis content que tu le mentionnes un peu parce que il y a une petite fille, nous autres, on a des formations maintenant, puis on a le naloxone pour venir à bout de casser l'effet des opioïdes. Puis j'étais sur ma fin de run avec la caravane, ça fait 4 mois et demi, 5 mois presque. J'étais sur ma fin de run avec la caravane, puis il y a une madame qui s'en venait avec un petit bonhomme, pas trop haut, sur son épaule, puis j'ai lâché un cri, je dis « Est-ce que ça va? » Elle dit « Oui, on s'en va le porter, là. » Elle dit « J'ai ta mis, voir s'ils peuvent le prendre. » Je sais pas, là, mais il a pas l'air à bien aller, ton ami, là. Tu lèves son épaule, il est inconscient, là. Elle dit « Oui, mais là, je vais me dépêcher, puis... »
J'écoute, emmène les sites là, ça presse là. Là, je dis, est-ce que tu sais s'il a consommé? Elle dit, ben, c'est pas mon ami, je l'ai trouvé dans le cours de l'Arena Gartin, avec une bouteille de vin à côté, puis là, vu qu'il avait pas de l'air bien, j'ai décidé de te l'emmener. Mais tu sais, quelque part, je suis pas un cave non plus, là, parce que la terreur qu'il y avait dans ses yeux, elle puis l'autre, je le sais qu'elle connaissent, là. Possiblement que le party était chez eux, puis ça a été trop loin, puis c'est ça. Fait que là, je lui ai demandé de me suivre. Là c'était go-go. Je me doutais ce qui s'en venait. Là. Fait que là, go. On est rentré dans le bureau des intervenants au gîte. Je m'excuse encore pour eux autres. Là. J'ai balayé tout ce qu'il y avait sur le bureau. J'ai dit, on le couche ça. Clac. Fait que là, je parlais, est-ce que vous m'entendez? Aucune réaction. On a frotté la cage thoracique. Parce que même si tu es inconscient, quand la douleur est extrême, il va y avoir un mouvement de la main qui fait qu'elle voudrait aller t'enlever parce que ça fait mal. Okay. On avait zéro réaction. Juste, ça me prend du naloxone là. On a fait 3 injections de naloxone. La respiration était rendue très basse au niveau de la respiration par minute, puis le battement cardiaque. Et à partir de là, ben là, le 911, il était fait. La procédure est simple. Naloxone 911. Parce que c'est même si la personne revient normalement, ben elle va retomber dans son état de sommeil trop profond. Fait qu'à partir de là, il va falloir qu'elle aille vers les services hospitaliers parce qu'eux autres vont contrôler la naloxone jusqu'à temps que l'opioïde soit sorti. Mais ça fonctionnait pas une tonne. Pas pantoute. Je voyais une petite amélioration, mais je pense que c'est peut-être plus dans ma tête ce que j'aurais voulu voir que j'ai l'impression. Il n'y avait rien pantoute. Les policiers sont arrivés, les pompiers, les ambulanciers. Un petit peu de massage cardiaque, mais à un moment donné, dans le cœur bas, il est faible. Puis, je suis coudon. Il est en de bonnes mains, fait qu'elle va être correcte. Fait que là, elle a quitté pour le centre hospitalier de Hull, puis malheureusement, elle n'a pas survécu. Après ça, tu apprends l'histoire un petit peu. On pensait que c'était un homme, mais c'est une dame, en fait. Là. Qui s'habille en homme. Puis elle avait l'air d'un petit gars, puis tout. Mais 21 ans. Wow. Ça n'a pas dû être par les opioïdes parce que la naloxone a réagi. Fait que souvent, chez les plus jeunes, on retrouve la polyconsommation où on prend du GHB avec d'autres choses. Puis, tu sais, c'est drôle, là, tant que ça se passe. Ben, c'est pas drôle, là, mais on dit la nouvelle mentalité, là, on dirait que c'est toujours une petite compétition de qui va avoir consommé quoi, puis de plus. Puis d'être le plus flobé possible. C'est la partie qui me fait moins rire, hein, parce que tu joues avec ta vie, tu joues avec ta santé. Ouais, c'est il n'y a pas personne. C'est fun, tant que c'est le fun, ça, c'est... Oui, non, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas personne qui va au monde pour mourir à 21 ans d'un genre d'overdose de quelque sorte. Puis c'est difficile au niveau des intervenants aussi. Je suis pas intervenant, là. Mais j'ai été obligé, à un moment donné, pendant 3-4 jours, là, de m'asseoir le soir, réfléchir vraiment à ce que j'aurais pu faire. Puis on a Annie Castonguay aussi, qui est directrice clinique dans à peu près tout ce qui existe dans le communautaire, et Sunotia, puis c'est mon ami. Fait que j'avais la chance, moi, d'être épaulé là, de pouvoir en parler avec Annie. Parce que c'était une épreuve assez difficile. Ben, j'en doute pas. Mais... Puis chapeau à toi d'être encore capable de retourner dans la rue puis de continuer ce que tu fais après avoir, après avoir vécu quelque chose de difficile qui peut peut-être paraître comme étant un échec, mais dans le fond, c'est pas un échec. Tu as donné tout ce que tu pouvais. Oui, mais à quelque part, que ça aurait été n'importe qui d'autre, elle serait décédée pareil. C'est pas la procédure qui n'a pas été faite, mais c'est méchant ce que je vais dire, là, mais ça aurait pu arriver à quelqu'un d'autre, ça aurait été correct. Là. Dans le sens que c'est moi qui étais là. Si ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été correct. J'aurais pas à le vivre, mais c'est fait, c'est correct. Mais non, mais là, ça nous a encouragé aussi à pousser plus les gens au niveau de la naloxone, parce qu'au début, on allait chercher... c'est de façon semi-légale. Là. On allait à Ottawa chercher le naloxone parce que le Québec disait qu'on en avait dans les pharmacies. Tu y allais. Toutes les pharmacies qu'on appelait, il n'y en avait pas. Fait que là, on allait à des endroits à Ottawa, des organismes qui comprenaient notre problématique. Écoute, nous autres, là, nous sommes possiblement les deux seuls avec les 2 pieds sur le terrain. On rentre dans des piqueries, les servir des assiettes, on les dessert toutes. Parce que le critère premier pour l'entraide, c'est d'agir
selon tes capacités. Tu vas pas t'improviser ou selon tes capacités, mais c'est toujours dans le non-jugement de la personne. La personne, ben oui, aujourd'hui, elle a une seringue dans le bras, puis elle va pas bien, puis elle se vomit dessus, puis tout, mais je sais pas c'est quoi qu'elle vit. Pourquoi est-ce qu'elle est rendue là? C'est pas à moi de le travailler, là, cette partie-là. Mais dans le non-jugement, dans le sens que si j'ai marché en ses souliers, ben je serais peut-être au bout d'une corde, je serais peut-être... elle, c'est la façon qu'elle a choisi d'arrêter de subir les pressions et les standards de société, qu'elle vient pas à bout de fitter dedans. La douleur qu'elle ressent. Oui, la douleur. Tu sais, si tu es rendu au point qu'il faut que tu te gèles, je sais que je le répète souvent, mais les gens, ils le comprennent pas. Quand tu es rendu que tu te gèles pour oublier, juste pour te soulager de la douleur que tu vis, il y a un manque quelque part, là. Je sais pas. Si je vais amener un point peut-être un peu plus positif, parce que c'est vrai que votre mouvement a inspiré d'autres villes à faire pareil, d'autres gens dans d'autres villes à faire pareil, comme Sherbrooke que j'ai lu. Oui, Sherbrooke. Les autres endroits, je sais pas si ça... Je sais pas où ils en sont rendus, mais oui, ça l'a inspiré. Mais en fait, c'est pas mon œuvre qui a inspiré ces gens-là. C'est la continuité de l'œuvre de Pops, en fait. Nous autres, moi, j'ai juste copié Pops. Ça a été ça. Les gens qui se sont inspirés de moi, ben ça part d'une seule et grande personne qui était la Pyramid Jones. Ça part de là, puis on a toute la passion de vouloir changer la vie des gens, de vouloir faire une différence. On fait pas une grosse différence, mais ce qu'on fait, on le fait. Ouais. C'est-à-dire que je vais me permettre de te reprendre de dire que ça fait pas une grande différence. Je pense que la différence, c'est avec les petites choses qu'on fait des grands changements en bout de ligne. Oui, mais où ce que je voulais dire, c'est dans le sens de... C'est du non concret, parce que je pogne pas quelqu'un qui vient à ma porte, puis quand il ressort à l'autre cause, il y a un appartement, une job, une cravate. Ça. C'est sûr, mais ne serait-ce que dans un petit espace de temps, il y a un soulagement. Oui. Je me dis c'est déjà ça. Oui. L'important, c'est ce que la personne, comment elle se sent quand elle quitte la caravane. Si elle se sent soulagée, elle se sent mieux, ben moi, j'ai réussi. Et voilà. Tu as fait une promesse à un ami. Oui. Tu l'as tenu. Je te fais la promesse qu'on va se rencontrer dans un contexte où est-ce qu'on va faire quelque chose ensemble. Ça fait longtemps que ça me touche à cause. Je suis content que tu sois venu nous voir aujourd'hui pour en parler. Puis certainement moi, puis même ma fille très jeune, elle me disait, elle me parlait, que ça la touchait beaucoup. C'est quelque chose que je vais pouvoir faire avec les enfants en plus, parce que moi, j'ai pas peur de démontrer aux enfants que il y a de la misère dans le monde, puis que quand on a la chance d'avoir une vie confortable, qu'on peut aider les autres. Fait que je te fais la promesse qu'un jour, on va se revoir dans un contexte que je vais pouvoir vous aider. Je tiens absolument à faire ça à un moment donné. Merci bien gros d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci à toi. Ça a été fantastique.